Bonjour à tous, je vais donc vous présenter les autres IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Juste pour info, on parle d'infections sexuellement transmissibles et pas de maladies sexuellement transmissibles. On n'utilise plus le terme de MST. Ça, c'est pour rappeler que en fait, les IST ne sont pas forcément symptomatiques. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de symptômes, ou en tout cas, il peut ne pas y en avoir et pour autant, on peut être infecté. Donc d'où l'importance d'un dépistage, même en l'absence de symptômes. Donc là, je suis désolée, on va faire un peu catalogue. Je vais vous parler des différentes IST, des principales. Heu et je vais peut-être être un peu trop dans le détail pour certaines personnes, mais comme il y a eu quand même des changements sur les derniers temps, je voulais un petit peu insister là-dessus. Hem, donc voilà, donc je vais vous parler tout d'abord, heu, du chlamydia trachomatis, donc qui est une des IST, le chlamydia. Hem, qui, va donner donc comme symptômes, lorsque ça donne des symptômes, ça va donner par exemple, une cervicite, une urétrite, une rectite. Ça peut donner tout ce type de symptômes. Bon, globalement, soit ça donne pas de symptômes, soit ça donne des douleurs locales, un écoulement, des brûlures et donc des brûlures au niveau de l'urètre, un écoulement vaginal, un écoulement au niveau de l'urètre, au niveau du rectum, des douleurs au niveau du rectum. Bon, globalement, tout ce genre de type de symptômes. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, un peu 2 types de chlamydia. Les chlamydia du génotype non L, donc qui vont donner urétrite, cervicite, rectite et les chlamydia du génotype L qui vont donner la lymphogranulomatose vénérienne. Donc ça, c'est un peu une particularité, une infection à chlamydia qui va donner des atteintes plus sévères, qui en général sont plus difficiles à diagnostiquer, qui parfois peuvent traîner, peuvent être prises pour, des RCH, des maladies de Crohn, d'autres pathologies, hem et en fait pour lesquelles on va faire le diagnostic avec le génotypage. Donc j'y reviens juste après. Et donc, j'aurais insisté là-dessus, mais vraiment, il y a un portage asymptomatique, c'est-à-dire on peut être infecté sans avoir de symptômes, c'est très fréquent, jusqu'à 60. Alors, comment est-ce qu'on va faire le diagnostic de l'infection à chlamydia? En fait, on va aller rechercher directement la bactérie par la PCR, sur les, différents sites. Donc s'il y a un écoulement, bah, sur l'écoulement. Et s'il n'y a pas d'écoulement, que c'est un dépistage un peu systématique, les sites sur lesquels on peut faire les prélèvements, on peut faire le prélèvement sur le premier jet d'urine ou on peut faire un prélèvement vaginal chez la femme. On peut faire un prélèvement au niveau de la marge anale et un prélèvement au niveau du pharynx. Et après, globalement, s'il y a un écoulement, un prélèvement de l'écoulement. Et donc, on fait une PCR sur ce prélèvement et qui nous dira la recherche de chlamydia est positive ou négative. Si la recherche est positive, potentiellement, on fera un génotypage pour savoir, si c'est un génotype L et donc une lymphogranulomatose vénérienne puisque ça va changer le traitement et donc ce génotypage, on le fait, pour les personnes qui sont infectées par le VIH et pour les personnes, qui sont symptomatiques, donc notamment qui ont une rectite, on fera le génotypage, qui par contre le résultat va être un peu plus long puisque c'est envoyé au CNR, qui est situé à Bordeaux, donc on a toujours un peu de délai pour avoir le rendu des résultats. Par contre, pas d'intérêt de faire la sérologie, c'est vraiment la PCR. Et le traitement, va dépendre du pas vraiment du type d'atteinte en fait, mais va dépendre de est-ce que c'est une LGV ou pas et donc c'est là où le traitement a changé, dans les dernières années. Maintenant, globalement, le traitement de référence à retenir, c'est la doxycycline, 200 milligrammes par jour pendant 7 jours et on fait 21 jours si jamais c'est une LGV. On globalement, l'azithromycine, on le fait quasiment plus, parce qu'il y avait des échecs sous azithromycine. En tout cas, il y a des études qui montrent, que la doxycycline, notamment dans les rectites, c'est probablement mieux que l'azithromycine. Donc quand c'est pas une rectite, ça peut se discuter, mais on a tendance quand même à faire la doxycycline et ensuite parce qu'il y a des problèmes de multirésistance, pour, d'autres infections, notamment, le Mycoplasma genitalium dont on va parler un peu plus tard. Donc maintenant le traitement de référence, c'est la doxycycline et donc ensuite, comme toujours pour une IST, il faut dépister, traiter les partenaires,
rapport protégé jusqu'à la fin du traitement et PCR de contrôle, notamment la PCR à 3 mois pour rechercher une réinfection et une PCR plus précoce si jamais les symptômes persistent. Donc ça, c'est pour le chlamydia. Le gonocoque, donc Neisseria gonorrhoeae, globalement, va donner les mêmes symptômes. On ne peut pas faire la différence cliniquement sur les symptômes. Donc, ça va être la même chose, écoulement, douleur, brûlure, anorectite. Il y a beaucoup de portage oropharyngé, en général sans symptômes. Il peut y avoir des angines. Et le gonocoque, après, il y a des formes qui sont moins classiques, mais il y a aussi des formes disséminées. Il peut y avoir des arthrites, des septicémies à gonocoque. Donc, le diagnostic, de la même façon, on va le faire avec la PCR. Donc, pareil, sur les mêmes sites. Donc, PCR sur le premier jet d'urine, sur la marge anale, au niveau du pharynx. On peut faire sur un prélèvement vaginal ou sur un écoulement. Et pour les personnes symptomatiques ou qui ont une PCR positive, ce qui est recommandé, c'est de faire un prélèvement pour faire une culture et l'antibiogramme, parce que le problème du gonocoque, c'est la résistance aux antibiotiques. Et il y a de plus en plus de souches résistantes, et notamment, alors, pas vraiment en France pour l'instant, mais il commence à y avoir des souches au niveau international qui sont résistantes à la ceftriaxone. Donc, d'où l'intérêt de faire un antibiogramme pour s'assurer de l'absence de résistance. Et donc, le traitement de référence, donc ça reste pour l'instant la ceftriaxone. En tout cas, c'est le traitement que l'on continue de faire pour l'instant. C'est ceftriaxone 500 mg en intramusculaire, en dose unique. Et donc, encore une fois, dépistage, plus ou moins traitement des partenaires, rapport protégé, PCR de contrôle si persistance des symptômes, ou pour l'atteinte pharyngée, on a tendance à faire une PCR de contrôle. Et ensuite, PCR de contrôle à 3 mois pour vérifier qu'il n'y ait pas eu une nouvelle infection. La culture pour l'antibiogramme, elle est aussi très intéressante pour les personnes symptomatiques parce qu'il y a des émergences d'IST autres et parfois des IST avec des bactéries qui sont multirésistantes. Donc, d'où l'intérêt de faire des cultures parce qu'on ne les aura pas avec les PCR et elles vont juste pousser sur les différents prélèvements. Et donc, je voulais vous dire quand même un petit mot, désolé, là, c'est un petit peu spécialisé, mais Mycoplasma genitalium, qui est une autre IST, qui est une IST émergente, la 3e cause d'urétrite après le chlamydia et le gonocoque, que l'on diagnostique également par PCR. Le souci du mycoplasme génitalium, c'est vraiment la multirésistance et du coup des difficultés pour le traitement avec des traitements complexes où on associe différents traitements à cause des résistances. Et donc surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne traite que les patients qui ont des symptômes. Contrairement au chlamydia et au gonocoque, où pour l'instant, on va traiter, pour l'instant, ce qui est recommandé, c'est qu'on traite toutes les personnes qui ont une PCR chlamydia ou gonocoque positive, même s'ils sont asymptomatiques. Mais pour le mycoplasme, vraiment en raison de l'émergence des résistances, on ne traite que les personnes symptomatiques. Et donc ça, j'insiste parce que notamment quand on fait des prélèvements en ville, il faut en général des PCR multiplex. Et donc sur les dépistages typiquement systématiques dans le cadre de la PrEP, on va se retrouver à avoir des personnes qui ont des PCR mycoplasme génitalium positives. Et s'ils n'ont pas de symptômes, on ne les traite pas. Par contre, pour les personnes qui sont symptomatiques et pour lesquelles on retrouve un mycoplasme génitalium, dans ce cas-là, on fera un traitement, mais il y a le problème des résistances. Et donc, on va également rechercher par PCR des résistances aux macrolides pour les personnes symptomatiques pour ensuite décider quel est le traitement. Et on fera une PCR de contrôle systématique dans ce cas-là à cause des multirésistances. Et donc, ces petites diapos, ça veut dire aussi qu'il y a un petit changement sur la personne qui venait nous voir pour typiquement un écoulement, douleur, des symptômes. On avait tendance à faire le traitement, on faisait les prélèvements, puis on lui faisait un traitement ceftriaxone, azithromycine en dose unique. Donc maintenant, c'est plus ça, c'est ceftriaxone pour le gonocoque et doxycycline 7 jours. Et puis en fonction, si jamais en fait c'est un LGV, on prolongera 21 jours pour le chlamydia. Et si jamais c'est un mycoplasme génitalium qui est retrouvé, on complétera les 7 jours de doxycycline en fonction de la résistance par de l'azithromycine ou de la moxifloxacine. Bon, ça c'est un peu spécialisé, mais je voulais quand même en dire 2 mots. Juste un petit mot sur les autres IST. Donc la syphilis, qu'on voit quand même toujours régulièrement. Donc la syphilis qui a différents stades. Le stade primaire, c'est le chancre.
Donc, c'est cette petite ulcération qui est en général au niveau du sillon balano-prépucial, qui est indurée, indolore et en général, il y a le petit paquet de ganglions associés qui ne fait pas mal, donc qui peut passer inaperçue. Bah, si elle est à ce niveau-là, on la voit, mais elle peut être au fond de la gorge, elle peut être, dans l'anus et donc passer inaperçue, donc d'où l'importance de la sérologie. Si c'est passé inaperçu, qu'il n'y a pas de traitement, le patient va pouvoir développer une forme de syphilis secondaire. Et donc là, en général, c'est une forme cutanée et on dit que la syphilis, c'est la grande simulatrice. C'est-à-dire que ça peut donner à peu près tous les tableaux d'éruption cutanée, notamment l'éruption palmoplantaire, la roséole, mais donc toutes ces formes-là. Et après, la syphilis, il peut y avoir des formes tertiaires qui sont très rares et aussi surtout des formes neurologiques de syphilis qu'on peut voir à différents stades, mais qui peuvent donner des atteintes sévères. Donc, notamment les atteintes qu'on voit assez classiquement, c'est les uvéites. On peut perdre la vue sur une syphilis. Il y a des formes neurologiques, des démences qui sont liées à la syphilis. Donc, d'où l'importance du dépistage régulier. Donc, le traitement de la syphilis, c'est assez codifié, c'est assez simple. Et en fait, ça va dépendre du stade, en fait, du délai depuis quand on est infecté. C'est-à-dire, soit c'est une infection qui date d'il y a moins d'1 an, donc infection précoce, le chancre, l'éruption cutanée, ça c'est une infection qui date d'il y a moins d'1 an. Et on fera une injection de benzatine pénicilline G, c'est l'extensiline, 2,4 millions d'unités en IM. Soit c'est une infection qui date d'il y a plus d'1 an ou qui n'est pas datable. Et dans ce cas-là, on fera 3 injections à une semaine d'intervalle. Puisque la syphilis, ça peut régulièrement être découverte uniquement sur la sérologie, c'est-à-dire on n'a pas de symptômes, on fait une sérologie, elle est positive. C'est ce qu'on appelle la syphilis latente. Et c'est là où soit on sait que l'infection date d'il y a moins d'1 an, parce que par exemple, on avait une sérologie qui date d'il y a moins d'1 an et on voit qu'il y a eu une infection entre-temps. Soit ça date d'il y a plus d'1 an ou c'est indatable. Et là, c'est les 3 semaines, les 3 injections à une semaine d'intervalle. Il y a régulièrement des périodes de pénurie d'extensiline. Là, on sort d'une période où on avait une pénurie. Bon, en général, on s'en sort à peu près pour trouver. Mais sinon, l'alternative, je voulais marquer, c'est la doxycycline. 14 jours si on est inférieur à 1 an ou 28 jours si c'est de plus d'1 an. Et juste un petit mot pour vous expliquer la sérologie, comment ça fonctionne, parce qu'on se perd toujours un petit peu dans la sérologie syphilis. En fait, ce n'est pas compliqué. En 2 mots, il y a 2 tests pour la sérologie. Le test tréponémique, TT, ou TPHA, ou ELISA, ou EIA. Ça, c'est un test de dépistage. Donc, en fait, ils font maintenant, régulièrement, ça s'appelle TT-IG total. Ça, c'est le test de dépistage basique qu'on fait pour voir est-ce qu'un jour, vous avez été en contact avec la syphilis, globalement. Est-ce que vous avez des anticorps qui ressemblent aux anticorps de la syphilis? Donc, on fait ce test tréponémique. Si ce test TT-IG total est positif, on va faire un test non tréponémique. Et donc là, globalement, c'est ou le RPR ou le VDRL. Et ce test tréponémique, on va faire un titrage. Et les taux de ce titrage vont nous dire l'activité de la maladie. Donc, si vous avez un TT positif, vous regardez votre TNT, votre non tréponémique, et donc le chiffre du test non tréponémique. Et ensuite, c'est lui que vous allez suivre avec le temps. Après le traitement, le but, c'est que le TNT diminue. Donc, s'il est élevé, donc test tréponémique positif, TNT élevé, c'est qu'il y a bien une infection par la syphilis. Donc, en fonction, vous allez faire 1 ou 3 injections d'extensiline. Et ensuite, vous allez surveiller votre titre de TNT. Et l'objectif, c'est qu'il diminue. Donc, qu'il soit divisé par 4 à 6 mois et qu'il se négative à 1 an. Et si, donc on va le contrôler à 3 mois, 6 mois, 1 an. Si votre TNT sur un contrôle, il est multiplié par 4, donc par exemple, en fait, c'est des dilutions. Donc, ils vont vous rendre 2, 4, 8, 16, 32. Donc, par exemple, vous aviez eu une première infection par la syphilis, donc vous aviez eu un TT positif. Vous complétez avec le laboratoire le fait tout seul. Vous faites un test non tréponémique qui vous dit que c'est à 32. Donc, OK, il y a une syphilis. Bon, vous le savez, c'est une infection récente, par exemple. Vous faites une injection d'extensiline. Vous surveillez vos TNT, ils diminuent. Donc, 32, 16, 8, 4, 2.
Donc, par exemple, vous étiez à 4, et là, vous refaites votre contrôle 3 mois plus tard, mais vous êtes à 16. Donc, ça a été multiplié par 4, c'est qu'il y a une nouvelle infection. Par contre, si jamais vous êtes passé à 8, là, comme c'est des histoires de dilution, ça peut être le même chiffre, et donc ça, il faut le recontrôler. Voilà. Et si quand vous aviez fait votre test tréponémique, il était positif, vous avez fait votre test non tréponémique, il est négatif, soit c'est qu'il y a un antécédent de syphilis, soit rarement, normalement c'est qu'il y a un antécédent de syphilis, rarement potentiellement il y a des anticorps qui peuvent un peu croiser, et sinon c'est qu'on est potentiellement, il y a la question, c'est est-ce qu'on n'est pas au tout début de l'infection syphilis, que vous avez le test tréponémique qui est déjà positif, mais pas encore le test non tréponémique, et donc ça vous le recontrôlez quelques semaines plus tard pour voir s'il s'est positivé. S'il est toujours négatif, c'est bon, c'est que c'est ou probablement une séquelle de syphilis ou un faux positif. Vous pourrez le relire à tête froide. En vrai, c'est assez simple. Et donc, juste pour finir, quelques mots sur les hépatites. Donc, dans les IST, il y a notamment l'hépatite A qui peut se transmettre lors d'un rapport par voie anale. L'hépatite A, ça donne des hépatites aiguës. Il n'y a pas d'hépatite chronique, mais ça peut pour autant donner des hépatites sévères. Le diagnostic, on le fait avec la sérologie. Donc, on va rechercher s'il y a des anticorps contre le virus de l'hépatite A. Et donc, les anticorps pour une hépatite aiguë qu'on recherche, c'est ce qu'on appelle les IgM. Donc, par contre, il n'y a pas de traitement particulier. C'est une infection virale. Donc, c'est un traitement uniquement symptomatique. Mais il existe une prévention. Donc, pour les personnes qui ont des rapports par voie anale, il faut leur proposer une vaccination contre le virus de l'hépatite A. On fait une dose, puis on fait un rappel 6 à 12 mois plus tard. L'hépatite B, c'est une hépatite virale. Donc, hépatite, ça veut dire un virus qui infecte le foie. Donc, l'hépatite B, elle peut être transmise par voie parentérale, donc sanguine, par voie sexuelle et salivaire, et mère-enfant. Alors, c'est un peu plus compliqué, l'hépatite B, il y a différents stades. L'hépatite aiguë également, mais qui peut complètement passer inaperçue puisqu'elle est asymptomatique dans 90% des cas. De temps en temps, il peut y avoir des formes très graves d'hépatite aiguë qui parfois nécessitent une transplantation hépatique en urgence. Et après, dans 5 à 10% des cas, après cette hépatite aiguë qui est donc souvent passée inaperçue, on peut développer une hépatite chronique. Et donc ça, on va s'en rendre compte avec la sérologie, parce que sur la sérologie, si on a un antigène HBS qui persiste après 6 mois, c'est qu'on est dans le cadre d'une hépatite chronique. Et donc là, on peut avoir différentes phases, notamment la phase, je vous les cite, mais c'est un peu du détail, hein. On peut avoir une phase d'immunotolérance, c'est-à-dire en général, on a la charge virale, on a beaucoup de virus, mais finalement, le bilan hépatique, il est à peu près normal, il n'y a pas de fibrose hépatique, c'est-à-dire l'organisme ne réagit pas trop. Ensuite, cette phase peut suivre une phase de rupture d'immunotolérance. Donc là, en fait, c'est l'organisme qui va réagir, mais ça va donner des lésions hépatiques. Donc, l'organisme va contrôler la charge virale qui va diminuer. Les transaminases, les enzymes hépatiques peuvent être à ce moment-là fluctuantes. Et on peut avoir une fibrose qui s'installe progressivement au niveau hépatique. Et ensuite, il y a aussi également, en fonction, on peut passer d'une phase à l'autre, revenir un peu en arrière, une phase de portage inactif avec une charge virale faible et des transaminases normales. Bon, le souci de cette hépatite chronique, c'est que la fibrose peut évoluer vers une cirrhose s'il n'y a pas de traitement dans 10 à 20% des cas. Et il peut être responsable de CHC. Les CHC, ce sont les cancers hépatocellulaires qui peuvent survenir principalement dans le cas d'une cirrhose, mais également le virus de l'hépatite B peut favoriser les CHC, même en l'absence de cirrhose, donc il nécessite un suivi régulier, avec des échographies hépatiques régulièrement. Donc, comment on fait le diagnostic de cette infection par l'hépatite B? Ça va être une sérologie. Donc, qui est un peu difficile à interpréter parce qu'il y a différents anticorps. En fait, la sérologie de base, on va mesurer ces 3 anticorps, ces 3 marqueurs. L'antigène HBS, donc c'est celui qui nous dit qu'il y a une infection évolutive. C'est pour lui, on a dit, lorsque cet antigène persiste plus de 6 mois, qu'on est dans le cas d'une hépatite chronique. L'anticorps anti-HBS, qui nous dit qu'il y a une immunité contre le virus de l'hépatite B. Et l'anticorps anti-HBC, qui nous dit qu'on a eu un contact avec le virus. Donc, en fonction de quels marqueurs sont positifs, on pourra dire est-ce qu'on a une hépatite chronique, est-ce qu'on a eu un contact avec le virus de l'hépatite B mais qu'on a guéri, ou est-ce qu'on a
est vacciné contre l'hépatite B et qu'on est immunisé, dans ce cas-là, on aura juste des anticorps anti-HBs. Si on a des antigènes HBs, on complétera avec l'ADN du virus de l'hépatite B, la charge virale globalement, et ensuite un bilan plus complet hépatique. Pour le virus de l'hépatite B, il existe des traitements. C'est certains traitements d'ailleurs que l'on peut utiliser pour certains également dans le cadre de l'infection par le VIH, pour la lamivudine et le tenofovir. Et ça, les indications vont être variées en fonction du niveau de réplication, donc de la charge virale, du niveau des transaminases, marqueur de l'activité hépatique, du niveau de fibrose et de l'activité virale du foie. Donc en fonction, on retiendra ou pas l'indication à un traitement. Sachant que c'est assez rare, on peut, mais c'est assez rare ensuite de guérir du virus de l'hépatite B. En général, quand le traitement est instauré régulièrement, ça va être également comme un peu pour le VIH, un traitement pour toute la vie. Par contre, il existe également un moyen de prévention très efficace, c'est la vaccination contre le virus de l'hépatite B. Il y a différents schémas qui existent. Bon, le classique, c'est M0, M1, M6, donc 3 injections. Sachez qu'il y a aussi des schémas accélérés pour des personnes qui ont des prises de risques multiples ou qui doivent par exemple partir à l'étranger qu'on veut vacciner avant le départ. Il y a des schémas plus rapides. Et après, il existe, on l'utilise de moins en moins, mais il existe aussi des immunoglobulines spécifiques contre le virus de l'hépatite B qui peuvent être prescrites dans certaines circonstances, donc notamment pour éviter la transmission materno-fétale, mais également quand il y a eu un accident d'exposition à risque, parfois dans certaines circonstances, on peut prescrire des immunoglobulines. Et pour finir, je crois quasiment, l'hépatite C. Donc l'hépatite C, donc c'est également un virus qui donne donc une hépatite, mais qui se transmet par voie parentérale. Donc principalement transmission avec le partage de matériel de drogue injectable. Il peut y avoir des transmissions nosocomiales, transmission materno-fétale, mais également transmission lors des rapports anaux. S'il y a un peu de sang, si la muqueuse est enflammée, il y a des transmissions d'hépatite C également par voie sexuelle. Donc l'hépatite C va donner une hépatite aiguë qui peut guérir spontanément dans 15 à 30 des cas, mais va fréquemment donner ensuite une hépatite chronique, donc dans plus de 70 des cas, avec un risque, si elle n'est pas traitée, d'évolution vers la fibrose, puis potentiellement vers la cirrhose, et puis favoriser des cancers hépatiques. Et la particularité de l'hépatite C, c'est qu'en général, il y a des signes extra-hépatiques assez marqués, fatigue, arthralgie, des pathologies rénales, neurologiques qui peuvent être associées et être le moyen en fait de diagnostic de l'hépatite C. Donc l'hépatite C, on le diagnostique avec la sérologie. On va rechercher des anticorps contre le virus de l'hépatite C. Alors en fait, ça va nous permettre de faire un dépistage, mais le diagnostic à proprement parler, ensuite, ça va être avec la charge virale pour voir si on a du virus qui réplique dans le sang. Puisque la sérologie, en fait, elle va nous dire qu'un jour, on a été en contact avec l'hépatite C, mais donc potentiellement, on a pu guérir tout seul ou on a pu guérir suite à un traitement. Et donc, on va garder une sérologie positive. Mais pour savoir si on est de nouveau infecté, c'est la charge virale qu'il faut faire. Puisque par contre, il y a différents types d'hépatite C et on peut se réinfecter. C'est-à-dire qu'on peut avoir une première hépatite C, avoir guéri spontanément suite à un traitement et avoir de nouveau une hépatite C. La bonne nouvelle pour l'hépatite C, c'est que maintenant, on guérit de l'hépatite C. On traite, il est recommandé un traitement pour tout le monde et des traitements qui sont maintenant très bien tolérés et très efficaces, de l'ordre de 95-100%, et donc qui sont recommandés largement. Mais par contre, pour l'hépatite C, pas de vaccination. Donc pour les rapports anaux, pas d'autre moyen de prévention de l'hépatite C que le préservatif. Ah oui, et je voulais quand même vous dire un petit mot sur le papillomavirus. Donc le HPV, le papillomavirus, c'est un virus qui se transmet par voie sexuelle, qui est très fréquent, qui en fait c'est un peu un témoin de l'activité sexuelle. Il y a différents types de papillomavirus et dont certains vont favoriser les condylomes, ce qu'on voit là, des espèces de verrues. Mais il y a certains virus aussi qui sont oncogènes et qui vont favoriser des cancers du col de l'utérus, des cancers de l'anus, du pénis, de la vulve, de l'oropharynx,
Donc, d'où l'importance de l'examen clinique régulier. Mais je voulais surtout vous en parler pour vous dire qu'il y a une vaccination contre le papillomavirus, donc qui, pour rappel, est recommandée pour tous jusqu'à l'âge de 19 ans. Et pour les HSH, elle est recommandée jusqu'à l'âge de 26 ans. C'est 3 doses une première injection, un rappel à 2 mois, puis un rappel à 6 mois. Là, donc je vous ai mis des petites fiches qu'on a fait avec le Corévi. Donc celle-là, on avait fait avec l'ARS pour la semaine de dépistage. C'est une petite fiche qui vous résume les différentes IST et les indications, la fréquence de dépistage des IST. Donc globalement, au moins une fois dans sa vie pour le VIH, plus fréquemment en fonction des prises de risques. Donc voilà, vous avez ici un peu noté toutes les fréquences avec lesquelles il est recommandé de dépister les différentes IST. Et donc là, vous avez de nouveau les tests qui sont prescrits. Quel test il faut faire pour dépister quel IST? Donc, je vous rappelle rapidement. Pour le VIH, la sérologie VIH qui peut mettre jusqu'à 6 semaines à se positiver. Après, il existe aussi les TROD et les autotests. Pour l'hépatite B, la sérologie VIH, là aussi, il existe des TROD, il existe, je ne vous en ai pas parlé, des buvars, d'autres moyens de le dépister. L'hépatite C de la même façon. La sérologie, si elle est positive, à compléter par une charge virale. La syphilis, la sérologie, donc là, ça vous réexplique un peu les différents tests, l'interprétation. Et pour le chlamydia, le gonocoque, la PCR sur le premier jet d'urine, l'écouvillon, prélèvement rectal, pharyngé ou en fonction des symptômes. Et là, je vous ai également remis une petite fiche que j'ai fait pour le service pour les rappels de la vaccination, les vaccinations juste un peu particulières, notamment pour la population LGBT. Donc, il faut proposer donc, pour les personnes qui ont des prises de risques multiples, globalement, à discuter à chaque fois. Donc, hépatite A, dès qu'il y a des rapports anneaux, donc 2 doses à 6 mois d'intervalle. J'avais remarqué les vaccins existants. Le papillomavirus pour tous et pour les HSH jusqu'à 26 ans. L'hépatite B pour tous, et pour rappel, les schémas accélérés. Là, c'était juste un peu particulier, c'était rappel des autres vaccins, notamment pour les personnes qui vivent avec le VIH, avec la vaccination pneumocoque, grippe. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir.